ce soit un peu plus rapide, limpide et que l'on puisse très vite commencer le travail dès que les élections sont passées. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes très attentifs sur ce qui se passe et nous attendons impatiemment de pouvoir commencer. Donc, je suis dans cet état d'esprit-là. Alors, nous allons commencer. Oui, bon, d'abord des trophées diplomatiques. J'ai vraiment le plaisir de vous annoncer que la République démocratique du Congo, pour la première fois de son histoire, fera partie de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine. C'est très important. Et aussi, pour la première fois depuis très très longtemps, nous allons pouvoir, et c'est confirmé maintenant, ça a été endossé par l'Union africaine, nous allons pouvoir faire partie du Conseil de sécurité des Nations Unies dans l'exercice 2026-2028. Ça, c'est aussi de l'acquis. La République démocratique du Congo est candidate aussi à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies de Genève. Donc là, le travail diplomatique continue. Et sur le plan sécuritaire, nous avons eu beaucoup de discussions en bilatéral, en multilatéral. Les unes ont été positives, comme les rencontres que j'ai eues en bilatéral avec le chef d'État, le président angolais, le président du Sud-Soudan, qui est aujourd'hui le président en exercice de la communauté est-africaine, en multilatéral avec les présidents sud-africains et burundais. J'oubliais le Zambien, mais ça c'était plus pour l'aspect économique et aussi quelque peu sécuritaire, parce que vous savez que nous partageons une frontière commune avec la Zambie, mais l'accent était plus mis sur le projet du corridor de Lobito. Sur le plan sécuritaire, malheureusement, la réunion demandée ou convoquée par le président João Lourenço et qui nous mettait aux prises avec nos agresseurs, entre autres, celle-là n'a pas donné de résultat parce que chacun a campé sur ses positions. J'ai redit avec force la position qui était celle de la République démocratique du Congo, et notre agresseur est parti toujours dans ses manipulations et mensonges habituels. Qu'à cela ne tienne, un autre rendez-vous a été proposé par le président João Lourenço, celui de nous rencontrer séparément. Et donc, si tout va bien, le mardi prochain, je crois, c'est le 27 février, je serai reçu à Luanda par le président João Lourenço, qui, je rappelle, est le champion, notre champion de l'Union africaine en matière de paix, et qui a été d'ailleurs désigné officiellement par l'Union africaine pour être le médiateur dans cette crise injuste nous imposée par notre voisin. Donc voilà, il y a eu beaucoup de très très bonnes nouvelles. Nous avons rencontré nos amis américains aussi qui, pour ceux qui ne le savent pas, sont très actifs dans des efforts diplomatiques pour essayer de juguler cette crise. Et je les félicite et en même temps j'en profite pour demander à l'opinion, parce que j'entends ci et là des tas de commentaires, de rester surtout mobilisés, sereins et ne pas s'en prendre comme ça aux pays amis qui font des efforts pour essayer de nous aider. Et les États-Unis font partie de ces pays-là qui sont vraiment très fortement impliqués. Contrairement à ce que certaines opinions peuvent penser, je respecte leur pensée, mais nous voyons les efforts que fournissent les États-Unis et je tiens vraiment ici à leur rendre hommage. Aujourd'hui, d'ailleurs, grâce à ces positions, beaucoup d'autres pays ont avancé. J'en veux pour preuve la France, par exemple, qui a fait une dernière déclaration très intéressante et vous pouvez comparer ce changement de narratif entre la dernière visite du président Macron ici et ce qu'est la position française d'aujourd'hui. Donc, je ne crois pas que ce soit
une très bonne idée de s'en prendre comme ça aux édifices des représentations diplomatiques des pays amis, ici représentés à Kinshasa. Mais oui, c'est légitime de faire des manifestations de colère, de désapprobation pour certaines positions, comme celle de l'Union européenne. J'espère que nous en parlerons. On aura l'occasion justement de revenir sur ce sujet. Oui, j'espère que nous en parlerons. Donc voilà, mais restez serein, calme. La maison est très bien gardée, la diplomatie est bien tenue. La victoire est certaine parce que nous sommes du bon côté des choses, de l'histoire. Nous n'avons fait de mal à personne, nous avons tendu la main à tout le monde, nos 9 voisins, nous avons voulu la paix avec eux et surtout aller sur des projets économiques, des projets de développement, plutôt que des pillages et massacres de nos ressources et de nos populations. Voilà donc ce que je peux dire. Merci beaucoup. D'abord, par rapport à la négociation, parce que je vois beaucoup d'énervement parfois dans l'opinion, il ne faut pas oublier que même en situation de conflit extrême, le contact demeure toujours. J'en veux pour preuve les exemples de l'Ukraine et de la Russie, aujourd'hui à Gaza entre Israël et le Hamas. Vous voyez que même si ce n'est pas direct, c'est par des forces ou des États ou des personnalités interposées que cela se passe. Donc ce n'est pas du tout inhérent à la seule crise congolaise de l'Est que cela arrive. Donc ça, c'est normal. Deuxième chose, dans un conflit dans lequel les pays témoins, observateurs ne prennent pas part, ils ne peuvent qu'avoir cette position de dire « entendez-vous ». Parce qu'évidemment, c'est l'idéal, c'est la meilleure des choses. Alors, pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo, jusqu'ici, rejette ces négociations? D'abord, parce que je vous fais un bref rappel, lorsque, au mois d'avril, je pense, si mes souvenirs sont bons, 2022, oui, ça devait être fin avril, à l'occasion de l'entrée officielle de la République démocratique du Congo dans la communauté d'Afrique de l'Est, après la cérémonie, nous avons eu une discussion entre 4 chefs d'État, celui qui nous recevait à l'époque, qui était aux affaires, le président Uhuru Kenyatta, et puis les 2 présidents rwandais et ougandais, ainsi que moi-même. Donc nous avons eu cette réunion où les grandes lignes ont été décidées, c'est-à-dire, je rappelle rapidement, qu'on devait mettre fin à l'activisme des groupes armés, tous, quels qu'ils soient, et on les avait catégorisés. Il y avait des groupes armés locaux, donc de Congolais, compatriotes, et puis il y avait des groupes armés étrangers. Mais tous étaient actifs en République démocratique du Congo et non seulement déstabilisaient la région de l'Est du Congo, mais également les pays voisins. Et dans les groupes armés étrangers, on avait visé les FDLR pour le Rwanda et les Red Tabara pour le Burundi. Alors, pour cela, on a dit on mettait un contingent en place composé de forces de plusieurs pays, sauf le Rwanda, ça c'était sur l'insistance de la République démocratique du Congo, pour, dans un premier temps, tenter la dissuasion. Donc en tendant la main, on avait demandé à tous les pays concernés de tendre la main à leurs activistes armés. Et la République démocratique du Congo avait été désignée comme devant montrer l'exemple. Ce que nous avions fait, je me rappelle, après je suis resté quelques jours à Nairobi pour attendre justement ces groupes armés, dont le M23, souvenez-vous, à l'époque. Malheureusement, pour des raisons techniques, je devais rentrer, ça ne se faisait pas assez rapidement, c'est la MONUSCO qui devait nous aider aussi, entre autres, à les faire venir. Donc, ça fait que j'ai dû rentrer à Kinshasa, mais je me suis adressé à ces groupes quand même par visioconférence, parce que c'était... Et alors, au moment où nous étions dans cette discussion, il y a eu beaucoup de compatriotes qui étaient arrivés, représentant leurs groupes armés. C'est là que le M23 choisira de rouvrir les hostilités sur le champ de bataille. Alors nous avons compris qu'en fait, c'était un empêcheur de tourner en rond. Et c'est à ce moment-là que nous l'avons désigné comme groupe terroriste et coupé désormais tout contact avec ce groupe-là. Donc ça, c'était pour le rappel historique. Et donc, depuis lors, le Rwanda qui niait à ce moment-là l'évidence, parce qu'à plusieurs reprises, j'avais demandé au président
Kagame de reconnaître si c'était vraiment lui qui était à la base de cette agression. Il l'a nié. Jusqu'au moment où on a commencé à faire des prisonniers rwandais, à trouver des preuves de l'implication du Rwanda et à avoir la preuve la plus officielle par les experts des Nations Unies qui établissaient aussi la présence de l'armée rwandaise sur notre sol. Et là, ils ont changé de narratif, ils ont commencé à nous accuser de soutenir les FDLR. Alors que je fais encore là un petit rappel rapide, en 2019, à 2 reprises, c'était d'ailleurs à l'initiative du défunt général, paix à son âme, Delphin Kayimbi, j'ai validé le retour sous l'égide des Nations Unies de 2 colonnes. À 2 reprises, c'était des colonnes importantes d'éléments FDLR avec leurs dépendants, donc femmes et enfants, qui sont retournés au Rwanda. Donc s'il y avait vraiment des gens qu'on ne pouvait pas soupçonner de soutenir les FDLR, c'est bien nous, parce qu'on a fait cet exercice-là. Et donc, je referme la parenthèse, mais malgré ça, le Rwanda a continué à réveiller ce M23, je dirais même pas réveiller, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant « c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années, et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres, parce qu'on ne parle pas de l'agriculture, mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda, et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol des Congolais, du sol congolais. Donc voilà, c'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola, poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi, je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire « oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans ». Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour, mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Pas de coup de feu, pas de coupure d'Internet, pas d'exclusion de candidats qui qu'il soit. On est allé à des élections transparentes avec la participation ou l'observation de toutes sortes d'organisations internationales. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors, s'ils avaient des revendications à faire, c'est par le truchement des élections, et non pas en prenant des armes. Bon, d'abord, très vite, je vous dis, ce qui s'était passé au moment auquel vous faites allusion à Goma, ce n'était pas des accords, c'était un MOU. C'est en anglais, c'est une abréviation anglaise qui veut dire en français « Mémorandum d'entente ». Donc nous étions d'accord pour ouvrir des négociations afin d'arriver à un accord, justement pour éviter le pillage de l'or congolais. Donc exactement ce que vous entendez que nous avons fait aujourd'hui avec Primera Gold, cette coopération qu'on a faite avec comment on appelle ça, joint venture. Une joint venture, merci Monsieur le ministre, que nous avons fait à travers cette firme Primera Gold avec les Émiratis, les Émirats
arabes unis. C'est exactement ce que nous aurions dû faire avec le Rwanda et que nous avons immédiatement stoppé lorsque nous nous sommes aperçus de leur supercherie dans ce coup de poignard dans le dos. Donc, pour revenir au FDLR dont vous dites, donc j'espère que là c'est clair, il n'y a pas d'accord. Ah oui, je voudrais profiter aussi de cette occasion pour tordre le cou à une rumeur qui a fait son chemin et qui voudrait confirmer le fait que le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque 2019, et que je les aurais laissés. C'est archi faux. Je n'ai aucun contact avec eux. Mais en revanche, je reconnais qu'il y a eu des gens des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kankonde. C'est lui qui est venu, qui m'en avait parlé à l'époque. Et j'avais refusé catégoriquement de les recevoir. Parce qu'il promettait, disait-il, après qu'on les ait reçus, de trouver des solutions pour amener la paix à l'Est. À ce moment-là, ils ne nous agressaient pas encore, pour trouver des solutions. Je trouvais leur raisonnement farfelu, bien qu'ils disaient qu'ils n'avaient aucune exigence, etc. Ils sont restés le temps qu'ils sont restés, je ne sais même pas combien de temps, mais moi j'avais rejeté l'idée de les rencontrer. Je ne les ai jamais rencontrés. Et donc je voudrais que ce soit ferme, que ce soit dit fermement. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal, mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon insu. Je n'étais pas d'accord et lorsqu'on m'a proposé de les rencontrer, j'avais refusé cette idée. Alors, pour parler des FDLR, au moment où les relations étaient bonnes avec le Rwanda, j'avais reçu une délégation rwandaise ici, qui me disait, on parlait des FDLR à ce moment-là, ils m'ont dit, Monsieur le Président, vous savez, à vrai dire, les FDLR, c'est devenu une force résiduelle composée de moins de 2000 hommes qui ne menacent même plus la sécurité de notre pays. Mais ce que nous craignons, c'est ce dérapage idéologique où dans le discours on vilipende les Tutsis, etc. Je dis, mais ça, c'est inhérent à tout pays. Hein. Notre pays, c'est 450 tribus. Ce n'est pas qu'avec les Tutsis congolais qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes même, on l'a vu récemment, pour les Kassaïens, les Luba du Kasaï au Katanga. Ce n'est pas pour ça que l'Angola, qui a aussi des populations loubaphones, se lève un matin pour dire, ça y est, moi je viens au Katanga pour défendre les Luba du Kasaï qui sont menacés. Les Teke et les Yaka ont des problèmes ici. Le Congo-Brazza qui en compte, ainsi que le Gabon, ne se réveille pas pour dire, voilà, on va défendre les Teke à Kwamut, etc. Donc, c'est totalement farfelu comme histoire. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes capables de défendre nos propres concitoyens et nous sommes en mesure de les sécuriser. Voilà pourquoi d'ailleurs je profite de l'occasion pour dire que je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a aussi des Wazalendo qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Autre chose, nous avons dit haut et fort, et d'ailleurs, depuis lors, on a arrêté même un officier, que dans l'armée, nous ne voulons pas de collaboration de près ou de loin avec les FDLR. Et que
tout officier qui s'exposerait à ce genre de méfaits sera poursuivi, condamné. Et c'est le cas. Il y a un général qui a été arrêté pour soupçon. Donc on n'a pas encore confirmé, mais il est soupçonné d'avoir collaboré avec les FDLR. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas par peur du Rwanda que nous le faisons. Vous avez parlé des 9 voisins que j'ai été visiter. Là encore, je crois que je dois être le seul, ou en tout cas le premier président de la République démocratique du Congo à l'avoir fait. J'avais promis à tous mes voisins en ce temps-là que de chez moi, au Congo, je n'entretiendrai jamais une dynamique, une force quelconque qui déstabiliserait mes voisins. J'y tiens, malgré l'hostilité qu'il y a aujourd'hui à l'égard du Rwanda, du Rwanda plutôt à notre égard. Peu importe, je reste convaincu par cela. Parce que moi, la guerre, je n'ai pas été formé dans ce moule-là. Moi, je connais la paix, je connais le développement, je connais la fraternité, je connais la solidarité. C'est là, dans ces domaines, que je suis à l'aise et non pas dans les domaines de guerre. Mais cela ne veut pas dire que si on nous la cherche, on ne la trouvera pas. Si on veut la guerre, on fera la guerre. Ça, il n'y a aucun problème. Parce qu'il faut qu'on se défende. Nous connaissons les intentions aujourd'hui de certains de nos ennemis. Nous n'allons pas les laisser faire. Et je crois qu'ils ont commencé même à sentir que le Congo qui se défend aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Voilà. Monsieur le Président. Avec les raids de Tabara, ils avaient commencé, mais la question des FDLR, bon, elle est assez spéciale, et je crois que c'est vrai qu'il y avait ce volet-là que je devais... pour moi, les FDLR, forces résiduelles, d'accord, ce sont des combattants de 1994. 94 qui ont l'âge du président Ça fait 30 Kagame, ans exactement aujourd'hui. À mon avis, c'est des grands-pères. Donc je ne crois pas qu'avec ce statut, ils peuvent encore menacer la sécurité du Rwanda. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes prêts à tout faire pour ôter ce prétexte au Rwanda qui justifie justement la présence de ces gens. Vous savez que le Rwanda a même fabriqué ses propres FDLR. Donc c'est-à-dire les éléments qu'on a renvoyés chez eux, ils les ont désendoctrinés et réendoctrinés à leur manière pour les renvoyer au Congo. Comme ça, leur présence au Congo va continuer à justifier l'intention ou l'agression dont ils font preuve. Et donc, et ça, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce que je dis, ça peut être vérifié dans les annales des Nations Unies. C'est de là d'ailleurs qu'on a eu les éléments. Donc c'est pour vous dire que nous sommes déterminés à ramener la paix dans ce pays et nous réussirons à le faire. Nous allons le faire, quels que soient les atermoiements du Rwanda. Mis sérieusement en difficulté les ADF, parce que, bon, rappelez-vous, c'est pour combattre les ADF que nous avons décidé de cette mutualisation de forces contre, justement, ces terroristes. Donc, pour les combattre. Donc, ça se passe bien, il n'y a rien à dire de ce côté-là, la collaboration est parfaite jusque-là. Très bien. Oui. Merci Madame, la question très intéressante. Je voudrais d'abord dire ici, à l'intention ou à l'attention plutôt de nos compatriotes sinistrés, déplacés de guerre, que l'État ne les a pas oubliés, le gouvernement ne les a pas oubliés, le président de la République ne les a pas oubliés. Ils demeurent dans nos pensées et dans nos priorités. D'ailleurs, nous venons de décaisser récemment au gouvernement un montant en milliards de francs congolais pour justement leur assistance. Comme je l'ai dit, la priorité des priorités reste leur retour dans leur localité d'origine. Mais vous comprendrez qu'à ce stade, c'est très difficile de procéder à cet exercice parce que ces localités sont encore occupées. Alors, j'ai entendu ci et là, surtout de la part d'opposants, oui, mais ça fait longtemps que Bunagana est occupé, ça fait ceci. Non. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont des douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Nous ne voulons pas qu'ils partent simplement géographiquement et puis ensuite on remet nos populations pour que demain ils reprennent les mêmes aventures. Nous voulons une paix définitive. Voilà pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée, comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé
déjà des milliards de dollars pour que cette armée arrive à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, on va continuer ça. Parce que la meilleure manière, la meilleure attaque, comme on dit, c'est la défense. Donc nous devons avoir une force suffisamment dissuasive pour décourager des aventuriers comme Paul Kagame, par exemple, aujourd'hui, à l'avenir, de venir jouer en République démocratique du Congo. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif que nous visons. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps qu'il faut. Donc on ne va pas libérer Bunagana pour le libérer pour qu'après on retombe dans les mêmes travers. Ensuite, il faut parler, que les populations se parlent. Il faut sortir ces démons, mais une fois pour toutes, de la division. Parce que ce sont à cause justement de ces tensions interethniques, intercommunautés, qui font que le Rwanda a trouvé prétexte pour demeurer au Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo et continuer le pillage de nos ressources. Parce qu'en fait, c'est ça la visée. Le Rwanda aujourd'hui s'est construit grâce aux ressources. N'ayons pas honte de le dire, c'est une vérité. C'est grâce aux ressources volées à la République démocratique du Congo. Ils n'ont aucune industrie, demandez-leur. D'ailleurs, j'ai vu une fois, on posait la question au président Kagame, il a été incapable, il parlait d'une société de montage de tablettes, de choses. Enfin, c'est pas avec ça que vous développez un pays. Donc, vous comprenez que c'est le fruit du pillage de nos ressources, tant minérales que agricoles. Et raison de plus encore pour vilipender, condamner cette attitude de l'Union européenne qui ose signer un MOU avec un receleur. Parce que c'est des produits volés à la République démocratique du Congo qu'il va vendre à l'Union européenne. Je me demande comment ils vont faire ça. On en parlera peut-être plus tard. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je tiens vraiment à rassurer nos compatriotes. Nous ne les avons pas oubliés. Un jour, je leur fais cette promesse, ils vont rentrer chez eux, mais alors là, pour une paix durable et définitive. Parce que c'est ce Congo-là que je veux, ce Congo qui va se tourner vers son développement. Et nous l'aurons, ce Congo. Vous pouvez me faire confiance.